Nous allons débuter. J'ai le plaisir d'inaugurer un cycle de conférences organisé par la faculté de médecine de Sorbonne Université. C'est donc la première aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet événement qui aura lieu tous les deuxièmes jeudis de chaque mois à 17h. On a choisi à la fois cette date, ce jour de semaine et cette heure en se disant que c'était optimal. On espère qu'on a fait le bon choix. On a choisi aussi pour les orateurs plutôt des non-médecins, même s'il y a pour chaque thème une relation avec la médecine, la santé, enfin des choses qui nous intéressent à la faculté de médecine. Et puis des extérieurs, au moins à la faculté de médecine. Je n'exclus pas, d'ailleurs c'est programmé, de faire venir des gens de la faculté des lettres ou de la faculté des sciences. Mais a priori, j'incite l'ensemble de mes collègues de la fac de médecine à aller dans d'autres universités porter la bonne parole. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'inaugurer ce cycle de conférences avec Cynthia Fleury, qui est philosophe, psychanalyste, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, qui tient la chaire de philosophie au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Sainte-Anne, en termes de site, et qui va nous parler de la vulnérabilité. Donc on commence sur un thème qui a du sens pour la médecine, pour la santé, dans une approche, on va dire, plutôt holistique, pas centrée sur la médecine, justement. Et donc je vais lui passer la parole, 40-45 minutes d'exposé, quelques questions après, et puis ensuite on ira dans le hall, discuter ensemble, partager autour d'un pot de l'amitié. C'est parti, Madame Fleury. Un grand merci d'avoir accepté d'inaugurer ce cycle de conférences. On vous écoute. Merci à vous. Je suis effectivement très heureuse d'inaugurer ce cycle et puis avec d'une certaine manière la philosophie, bien sûr, mais les humanités médicales, et puis dire quelque chose de cette notion de la vulnérabilité. Le but de mon propos, ce sera de vous montrer comment ça peut être un concept un peu pivot. Et donc, je vais nécessairement passer très rapidement sur différentes définitions, et comme ça, vous donner une manière, dans vos propres champs, de vous articuler avec cette notion. Donc d'abord des éléments définitionnels, voilà, on reviendra sur vulnérabilité ontologique, bien évidemment la question de la vulnérabilité sociale, et puis quelque chose dont nous faisons l'expérience tous à l'heure d'aujourd'hui, la vulnérabilité systémique. Donc comment c'est une notion à mobiliser, bien sûr, pour la santé, le soin, ce qui paraît évident, mais plus globalement pour la société, pour le monde contemporain. Et puis ensuite, on partira de la vulnérabilité avec son approche clinique et notamment pédopsychiatrique. Ensuite, les questions d'approche institutionnelle de cette notion de la vulnérabilité, les approches politiques et éthiques qui sont grandement sollicitées aujourd'hui. Et puis deux petits exemples rapidement de ce qu'on fait nous aussi à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et puis à la chaire Humanité et Santé qui sont en fait une chaire hospitalo-académique du Conservatoire national des arts et métiers. On essaye de travailler cette notion de générativité du vulnérable, des approches capacitaires, de ce qu'on a appelé des proof of care, donc des preuves de soins, et comment on peut essayer de travailler sur des preuves d'efficacité des humanités médicales. Et puis également à l'étranger, cette notion sur laquelle on travaille, je vous ferai une petite référence et à un site et à une étude qui est portée par une anthropologue, notamment à l'heure d'aujourd'hui à la chaire, sur les questions de hotspot de la vulnérabilité, donc vraiment une approche plus géopolitique. Donc c'est, vous voyez, l'étendue, entre guillemets, la polysémie possible de ce terme, et qui nous permet comme ça d'activer plusieurs champs disciplinaires. Donc définition rapide, donc effectivement du latin vulnus, vulneris, la blessure, mais surtout ce qui est important,
c'est pas tellement celui qui est blessé le vulnérable, c'est celui qui est exposé davantage que d'autres à la blessure. Et donc la vulnérabilité, c'est pas simplement le fait de la blessure, c'est le fait du cumul et de la non-potentialité, si j'ose dire, que cette blessure va enclencher, mais surtout, vous êtes vulnérable quand vous êtes pris dans un faisceau, dans une spirale de vulnérabilité. Et donc, c'est cette dynamique de vulnérabilisation, du fait que vous êtes, c'est la différence entre pauvre, vulnérable, et puis précaire, qui ouvre comme ça le spectre de vulnérabilité. Et donc, vous êtes davantage exposé que d'autres. La question de la vulnérabilité ontologique, je dirais que c'est la plus simple, puisque nous l'avons en partage, c'est celle qui nous définit, la question de la finitude humaine, à part peut-être pour les transhumanistes qui considèrent que la notion de limite n'est pas structurelle de l'homme, en tout cas de limite biologique. Bon, jusqu'à ce jour, en tout cas, elle l'est encore, même si, bien évidemment, elle se déplace, mais chacun d'entre nous, nous sommes constitués, structurés, édifiés autour de passages d'épreuves existentielles qui nous constituent et qui sont l'épreuve de la maladie, la naissance, l'accident, la douleur. Nous tous, nous ferons face à un moment donné à, de toute façon, cette question de la vulnérabilité ontologique. Il n'en demeure pas moins que nous n'éprouvons jamais uniquement la vulnérabilité ontologique, puisque tout est inséré dans un jeu relationnel, sociétal, économique, culturel, et que donc derrière la vulnérabilité, il y a tous les nexus comme ça, les nœuds qui viennent renforcer ou au contraire corriger, amender, et c'est tout le travail de la collectivité, mais aussi des ressources individuelles et des ressources collectives, de voir comment on peut faire en sorte que, d'abord, individuellement, on travaille à régénérer nos ressources pour lutter contre la vulnérabilité, ou en tout cas pour la corriger, l'amender, et puis, bien sûr, comment on travaille collectivement pour fabriquer non pas de la vulnérabilité, ce que, hélas, souvent on fait, souvent la société est une fabrique de vulnérabilité, et donc on a des vulnérabilités sociales, culturelles, politiques, économiques, juridiques qui viennent renforcer les vulnérabilités ontologiques, voire en créer. Et puis voilà, comment on essaye par des politiques publiques notamment. C'est le grand enjeu des politiques publiques, c'est précisément normalement d'identifier des vulnérabilités et de construire une norme qui ne sera pas discriminante envers ces vulnérabilités, mais qui au contraire viendra essayer de les amenuiser. Et puis il y a une autre grande définition de la vulnérabilité, enfin il y en a plusieurs, mais avec laquelle nous on travaille de plus en plus aujourd'hui, c'est la notion de limite planétaire. Donc nous sommes aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui de parler par exemple de n'importe quel sujet sans, en tout cas quand il est relatif bien évidemment, et puis même au-delà à la question des sciences humaines et sociales, et notamment même la question des humanités médicales, c'est impossible de traiter cette question hors du contexte anthropocénique dans lequel nous sommes désormais insérés. Alors, vous lui donnez les noms que vous voulez, transition sociale écologique, anthropocène. Si vous êtes plus militant, capitalocène, vous choisissez pibocène. Enfin bref, vous connaissez toutes les controverses autour de cette notion, mais il n'empêche que la question est claire. La question, c'est les limites planétaires des différentes ressources naturelles. Et vous savez qu'il n'y a pas de contrat social sans contrat naturel. Il n'y a pas de contrat social in abstracto. Donc, le contrat social in abstracto, hors sol, ça n'existe pas. Ça existe, on va dire, dans le moment naissant d'une démocratie, et c'est très important, puisqu'une démocratie arrive, en tout cas, à un état de droit, le rêve d'un état de droit. Le rêve d'un état de droit, ça peut affronter toutes les vulnérabilités, puisque de fait, très généralement, c'est ce que ça fait. C'est du performatif, c'est du déclaratif. On arrive quelque part, il n'y a rien, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de liberté, et puis il va y avoir ce geste inaugural
voilà, de déclarer que dorénavant, les êtres humains seront libres et égaux en droit. Et bien évidemment, il n'y a rien. Bon, donc bien sûr que ce grand geste-là, il a toute sa valeur, il est absolument essentiel. Il n'y aurait de naissance de rien du tout si on ne pouvait pas le faire. Mais dans un deuxième temps, dans un troisième temps, lorsque les années se cumulent, on vient chercher à matérialiser ce qui a été d'abord symbolique, ce qui a été d'abord déclaratif, et cette matérialisation, justement, elle affronte les questions économiques, les questions des droits sociaux, de l'état social de droit et pas simplement de l'état de droit, etc. Et bien sûr, elle affronte la question du contrat naturel très très vite, de vérifier comment nous pouvons protéger les services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus à l'homme par la nature, donc une valeur malgré tout instrumentale de la nature, mais qui est au service non seulement des hommes, de notre humanité, mais on pourrait dire plus globalement de notre humanisme, c'est-à-dire dans la manière dont nous produisons des relations de justice sociale. Il n'y a pas de relation de justice sociale si nous ne produisons pas un rapport équitable au contrat naturel, et donc la question de la justice environnementale et de la justice sociale sont insérées. Bon, et tout ça c'est raconté par la vulnérabilité aussi systémique qui a été bien posée par des auteurs, j'en ai mis quelques-uns, mais notamment Ulrich Beck en 1986, Société du risque, lorsqu'il explique que dorénavant le risque n'est plus sectoriel, mais il est systémique. À l'époque, l'un des exemples, c'était le nuage de Tchernobyl, qui, bien évidemment, se souciait peu des frontières des États-nations et des régimes politiques de tel ou tel, et de catégories sociales de tel ou tel. Et d'ailleurs, ce qui faisait dire à Ulrich Beck qu'il y avait une forme de démocratisation du risque. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et non, il n'y a pas nécessairement de démocratisation du risque, même si le nuage passe au-dessus de toutes les têtes. Il n'empêche que certains vont avoir le moyen de fuir plus rapidement que d'autres, et que donc, bien évidemment, la question des vulnérabilités de la sociale continue d'être absolument déterminante. Mais vulnérabilité systémique, parce que la pandémie, parce que les méga-feux, parce que les inondations, parce que des déplacements de main considérables de population avec les réfugiés climatiques, etc. Donc on rentre dans un monde nous sommes dans un monde d'interdépendance extraordinairement fort, mais d'autant plus par les technologies qui sont les nôtres, notamment le méta-changement, entre guillemets, qui nous unit, l'autre grand méta-changement qui nous unit, à savoir le numérique. Et donc, ce qui se passe à Wuhan se passe 3 semaines plus tard à Paris, et se passe, une semaine plus tard à Los Angeles, et etc. Donc, la vulnérabilité systémique, c'est ça. Et ça nous fait quand même reconfigurer grandement nos modes de gouvernance, nos manières demain de penser, bien sûr, la santé, nos solidarités, la manière dont on peut se protéger de ces menaces. Alors, rapidement, parce que je vous rassure, pas si ça vous rassure, mais c'est pas grave, on va quand même. Juste approche philosophique de la notion de vulnérabilité, vous voyez, mais on pourrait quasiment traverser toute l'intégralité de la philosophie sur cette notion, mais j'en ai pris que quelques-uns qui, justement, reprenaient un peu les termes qu'on vient de poser. Ricoeur, en tête, avec autonomie et vulnérabilité, bien connu, qui montre à quel point la phénoménologie de l'homme capable et de l'homme, entre guillemets, incapable sont totalement insérées. Et surtout, il montre, je vais passer rapidement, mais notamment dans Soi-même comme un autre, comment comment nous produisons aujourd'hui des identités qui nous enferment, notamment parce que nous relions nos identités à la mêmeté, à l'idem, alors qu'il faut relier nos identités à ce qu'il appelle ipse, c'est-à-dire tout ce qui renvoie au soi, c'est-à-dire essentiellement une identité qui est construite, si j'ose dire, par la promesse, par le style, par les relations avec les autres, c'est-à-dire des phénomènes de désaffiliation et de filiation, des phénomènes de traversée des épreuves. Donc tout ça pour vous dire que, en fait,
d'une certaine manière, l'autonomie n'a de sens que si elle est une autonomie de l'IPSE et pas une autonomie de l'IDEM. Et donc, si elle est une autonomie qui est liée à l'IPSE, elle est nécessairement une autonomie de la traversée des tempêtes, si j'ose dire. Elle est une autonomie du récit, de la mise en intrigue, de tout ce qui va venir bouleverser le sujet. Donc, au lieu de les opposer, bien évidemment, l'enjeu, c'est plutôt de les composer, et l'autonomie est celle d'un être fragile, vulnérable, et la fragilité ne serait qu'une pathologie si elle n'était pas la fragilité d'un être appelé à devenir autonome, parce qu'il l'est toujours et d'une certaine façon. Voilà, ne jamais rentrer dans le piège d'une identité idem. Et l'identité idem, c'est celle qui croit qu'elle peut soustraire l'identité à la morsure du temps de l'histoire, mais aussi qui a une vision très sclérosée. Et Dieu sait si aujourd'hui on est dans il y a un très bel ouvrage de Claude Romano qui est sorti récemment, justement sur l'identité en dialogue, je crois, et qui revient justement sur ces pièges à la fois herméneutiques, puisque là il s'agit quand même d'une vision interprétative, mais c'est toujours une vision politique, puisque derrière c'est du malaise de l'identité et de l'identification comme ça fermée, stricte, et alors même que nous sommes traversés par tout un ensemble d'êtres, et notamment avec cet invariant et cette universalité du vulnérable. Donc idem ipse. Voilà, ce qui est un grand défenseur, entre guillemets, de ce qu'on appelle l'identité narrative. Lévinas, qui va poser la vulnérabilité comme le point d'entrée de sa philosophie, puisqu'il considère que l'éthique précède toute épistémologie. Et donc c'est par la confrontation avec ce qu'on appelle le visage, et notamment le visage de l'autre, que je deviens sujet. Parce que qu'est-ce que c'est que devenir sujet ? M'identifier au sens de devenir sujet, c'est être conscient de ma responsabilité. Et je suis conscient de ma responsabilité à partir du moment où je prends en considération et en compte la vulnérabilité. Et qu'est-ce qui figure de manière métaphorique et pas que métaphorique, la vulnérabilité, c'est le visage de l'autre. Et puis Jonas, je vous ai mis là aussi comment Larère, grande philosophe de l'écologie, a fait tout un papier excellent sur cette notion de vulnérabilité et de responsabilité chez Jonas. Et là, de montrer que, en fait, il existe une vulnérabilité du vivant et de l'homme qui engage. C'est assez proche d'ailleurs de Lévinas, qui montre que non seulement cette vulnérabilité nous relie les uns avec les autres, mais que plus globalement, voilà, elle est coextensive à la notion du vivant. La vulnérabilité du vivant nous fait ainsi découvrir ce à quoi nous tenons et que nous voulons préserver. L'éthique de la responsabilité de Jonas ne se préoccupe pas seulement des hommes, c'est une éthique de la nature qui insiste sur la vulnérabilité de celle-ci, sur sa dépendance à notre égard, sur notre engagement à répondre du vivant. Et donc on voit comment la vie, tout simplement, à la fois la force, très certainement, mais la délicatesse de la vie nous oblige et produit chez nous un engagement, la qualité de notre engagement. Et c'est d'ailleurs ce que raconte la vulnérabilité, c'est qu'en fait, la vulnérabilité suscite chez celui qui fait face à la vulnérabilité un ethos, une manière d'être. Je vous donne un exemple stupide, mais vous avez un bébé, vous l'attrapez comme si c'était un ballon de foot, il va y avoir un peu de la casse. Parce que de fait, c'est pas un ballon de foot. Donc, résultat, vous allez devoir, pour tenir un bébé, tout d'un coup, trouver un ethos, une manière d'être, une posture qui est pas tout à fait la même. Vous allez être plus délicat, vous allez tenir la tête, etc. Et puis, si on veut pousser la définition un peu plus symboliquement, vous allez devenir parent. Donc, la vulnérabilité va faire surgir aussi un certain type d'obligation d'être, de manière d'être et de compétences. Pareil avec un verre en cristal. Verre en cristal, c'est fragile, vous l'attrapez avec des gants de boxe, c'est fini, c'est cassé, voilà. Donc, la vulnérabilité, ce n'est pas simplement du déficitaire et quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui nous oblige à
une créativité de posture, de manière d'être, de compréhension, d'acceptation de cette complexité et d'innovation. Et c'est ce sur quoi nous travaillons à la chaire, souvent pour le vulnérable lui-même, parce qu'il faut qu'il s'en sorte. Donc souvent, premier grand territoire de générativité des concepts, etc., le vulnérable lui-même, mais aussi tous ceux qui sont autour pour essayer de faire avec. Et donc on trouve des solutions. Focus, alors là, vous voyez, on voit différents âges, entre guillemets. Là aussi, je passe assez rapidement. Un âge d'abord clinique, thérapeutique du care, qui est incarné par Winnicott, notamment avec des textes de 52 sur la préoccupation maternelle primaire. Et vous voyez toutes ces notions qu'on connaît quand même assez bien. Holding, handling, object presenting, élaboration imaginative de la mère. Rapidement, ça veut dire quoi? Bon, ben c'est tout ce qui a été en deçà aussi de ce qu'on appelle les théories de l'attachement. Hein, donc on connaît bien. Object presenting, c'est quoi? Ben c'est tout simplement cette élaboration imaginative de la mère. C'est la manière dont on présente le monde à l'enfant. Il y a des phrases et des passages magnifiques de Winnicott là-dessus. Je vais pas faire une déconstruction et une dépatriarcalisation de Winnicott, hein, on en fera ça une autre fois, parce que bien sûr on a aussi tout un versant qui peut être senti comme naturaliste sur la question du care, et on va le voir d'ailleurs qu'au fil du temps on a dégenré, heureusement, le care, hein, et on a déféminisé le care. Et donc ça c'est absolument important, et c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu faire d'une certaine manière dans ce premier temps quand j'ai voulu ouvrir de façon plus générique la notion de vulnérabilité pour en faire un point pivot qui soit pas simplement tiens l'autre nom de la stigmatisation. Non, c'est plus intéressant que ça. Donc Winnicott, la préoccupation maternelle primaire, puisqu'il dévolue ça plutôt à la mère, et il dit aux médecins, écoutez, laissez un peu les mères tranquilles, hein, c'est l'un des premiers conseils que Winnicott donne, et aux maris, occupez-vous d'être gentil avec votre femme, et puis elles s'occuperont comme il faut de l'enfant. Donc on a fait un peu mieux maintenant comme principe éducationnel, partagé notamment, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'élaboration imaginative de la mère, c'est tout simplement pour vous montrer que le soin est une élaboration imaginative. C'est pour ça que j'ai voulu simplement revenir là-dessus, c'est que bien sûr le soin c'est physique, holding, handling, voilà. Mais comme dit Winnicott, c'est pas simplement le fait de tenir, c'est le fait de parler, c'est le fait, dit-il, de souffler dans le cou de l'enfant qui tout d'un coup ressent le souffle chaud de la mère. C'est le moi-peau, hein, vous savez, en service de périnatalité, on met l'enfant contre sa peau, et puis surtout tous ceux qui sont bien évidemment dans prématurés, et on sait à quel point il y a un phénomène comme ça qui vient les sécuriser. Donc tout ça, c'est du soin. Ça, c'est évident, cette matérialisation, ce côté sensoriel, bien sûr, mais c'est aussi la créativité, c'est aussi toute l'imagination, c'est la manière dont on va présenter le monde. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus poétique. Hein, il a toute une élaboration sur ce point, la manière dont la mère fait rencontrer l'enfant au monde, et comment elle lui permet de ne pas d'être surpris, de ne pas être effracté par le réel, mais au contraire de se sentir accueilli par le réel, et lui-même d'être surpris, mais de façon positive, par ce réel. Un âge éthique du care, plutôt incarné par Gilligan, et j'ai dit genré. Gilligan, donc c'est les années 80, c'est les campus américains, c'est la fin des civic rights, et puis bien évidemment les grandes philosophies féministes. C'est la naissance du care lorsqu'on se pose la question de tiens, est-ce qu'il faut genrer ou pas la morale? Est-ce que les femmes et les hommes ont des motivations différentes pour prendre telle ou telle décision? Est-ce qu'elles ont des conceptions différentes de leur autonomie, etc. Bon, la réponse est oui, mais la réponse est oui non pas de façon ontologique. Hein, la réponse est oui pour une raison sociologique, pour une raison culturelle. Et donc on va avoir toute cette première grande définition de qu'est-ce que le care? C'est la prise en considération des autres. Hein, c'est vouloir préserver la qualité des relations en présence.
Sous-entendu, quand on prend une décision, on va plutôt se dire, tiens, comment cette décision peut bouleverser, ne pas trop bouleverser l'harmonie collective. Donc on est vraiment sur une prise en considération comme ça du consensus, de l'harmonie, de l'équilibre. Et puis un âge que je trouve, pour ma part, plus pertinent et qui est vraiment celui, on est les enfants de Tronto, c'est l'âge politique du Caire où justement on déféminise. On explique que ben non, le Caire, peut-être que c'est l'affaire sociologique, hélas, culturelle des femmes à un instant T dans notre histoire, mais c'est fondamentalement l'autre nom de la coopération humaine et l'autre nom de l'activité humaine chez Tronto, activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes, notre environnement, etc., etc. Donc, et puis bien sûr, donc déféminisation du Caire, et Tronto, c'est l'auteur, enfin un des auteurs qui a montré à quel point, hein, on le sait, cette notion de les pourvoyeurs de Caire sont toujours invisibilisés. Le Caire est à la fois structurel de la société et dévalorisé, et stigmatisé, et disqualifié. Pourquoi il y a eu cette féminisation? Ben parce que cette féminisation permet une naturalisation, donc tout ce qui est naturel, c'est gratuit, et donc on peut justement ne pas en payer le prix. Donc cette invisibilisation du Caire, qui est aujourd'hui, nous travaillons toujours de concert avec cette notion-là. Et puis on pourrait rajouter aujourd'hui, qui est porté par des auteurs comme Larère, Bourg, Descola, Latour, Jonas, etc. On peut mettre Jonas avant parce que il est, précédent. Un âge environnemental du Caire qui fait qu'on a un continuum des soins. Vous voyez, on est sur l'individu, le bébé, on est sur la société, et puis on est sur le vivant. Donc ce continuum comme ça du Caire et des vulnérabilités qui comme ça s'enchassent, c'est ça que nous permet de mobiliser une notion comme l'éthique du Caire. En quoi le Caire redéfinit-il nos relations aux autres, vous voyez? Alors, la philosophie du Caire propose une véritable déconstruction de la notion d'autonomie. Il n'y a pas d'un côté les autonomes, de l'autre côté les vulnérables. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune autonomie hors sol. Toute autonomie est une construction collective, certes individuelle, mais collective. Seule la vulnérabilité est un fait. Voilà. C'est-à-dire que le fait indéniable, c'est la vulnérabilité. La création, l'artefact, c'est l'autonomie. Donc nous sommes tous interdépendants et comme mode, bien évidemment, de dynamique d'autonomisation, il y a le soin dans une version très large, le soin, la médecine, la santé, mais l'éducation, le prendre soin, cure, c'est curiosité, donc bien évidemment prendre soin des êtres, des choses, prendre soin des idées, les régimes d'attention, tout ça c'est la même histoire. Et l'intelligence est un régime d'attention aux choses, etc. Et on voit très très bien comment ça se lie. Et puis un point important, c'est que le Caire est une phénoménologie du politique, une façon de mettre en lumière à la fois la portée déterminante du soin dans toute société et en même temps son invisibilisation. Donc phénoménologie au sens de mise en on fait apparaître. On fait apparaître ce qui tient une société et ce qui est sans cesse nié, très souvent également. Donc c'est pour ça que c'est un outil très intéressant pour la philosophie politique, parce que très souvent, hélas, on met le Caire du côté du sentimentalisme, des émotions, etc., alors que véritablement, c'est ce qui vient révéler l'architectonique, entre guillemets, de la société. Comment ça tient, tout ça? Nous sommes,
L'approche institutionnelle, alors une autre manière de mobiliser la vulnérabilité, et Dieu sait si là aussi on connaît bien, parce que ça fait maintenant quelque temps qu'on est dans le burn-out des soignants et tout ça. C'est assez, vieux, avec c'est à la fin soigner l'hôpital qui était tout un programme développé dès les années 20, dès les années 30 par Herman Simon. Et donc vraiment, la psychothérapie institutionnelle, bien sûr, qui a repris de manière très très grande ces notions de comment une institution rend malade ses agents et comment on peut produire un protocole qui ne vient pas vulnérabiliser les soignants. Je vous ai mis juste un point. Différents points. Pourquoi je vous ai parlé de Goffman? C'est aussi, c'est très simple, c'est les années 60, bien sûr, donc avant que la psychiatrie fasse quand même sa grande révolution, mais Asile, qui est un ouvrage qui vient nous montrer, pourquoi je vous l'ai mis là? Parce qu'en fait, c'est un ouvrage archétypal pour raconter comment une institution fabrique de la vulnérabilité. Voilà. Et en gros, là, en l'occurrence, cette institution, c'est un hôpital psychiatrique, mais ça pourrait être une prison. Ça pourrait être une autre chose, une entreprise ou que sais-je. Et Dieu sait si c'est-à-dire que, alors là, ici, c'est une institution dite totale. Une institution dite totale, c'est qu'il n'y a pas de reste, pour aucune place n'est laissée à la singularité du sujet. Donc c'est très typique de cet hôpital psychiatrique là dans la fin des années 50. Et vous voyez, alors c'est des termes qu'on retrouve à l'intérieur. Ça commence dès l'entrée quand on est dépouillé de ses effets personnels. Donc c'est Goffman dit c'est des techniques de mortification, des profanations de la personnalité pour modifier les certitudes du sujet à son encontre. Il y a des cérémonies d'admission qui sont des dépouillements systématiques du subjectif, des dégradations de l'image de soi, etc. Ce sont des lieux où on est en panique de contamination physique, donc on a un sentiment de violation de son moi intime, nudité exhibée, contamination morale, impossibilité de se soustraire. Il n'y a pas de repli possible pour le sujet, etc., etc., etc. Lavage de cerveau, processus interprétatif vicié, mise sous tutelle, enfin bref, etc., etc. Donc ça, c'est dans sa version, je dirais, maximalisme. Et il y a un ouvrage assez, tout récent, qui parlait de la prison. Et qui parle de la prison comme une institution dégradante, donc véritablement, et c'est la prison d'aujourd'hui, et c'est des institutions totales et déficitaires, donc et qui sont des très très grandes fabriques de la vulnérabilité. Mais après, on peut, bien évidemment, vous l'avez compris, prendre quelques éléments et voir comment ça résonne dans nos institutions et comment, parfois, malgré nous, on peut fabriquer de la vulnérabilité. Donc, comment il y a une toxicité institutionnelle, comment il y a un dysfonctionnement institutionnel qui vient, bien sûr, mettre à mal et l'organisation et son efficience et, bien sûr, les individus qui sont dedans. Donc, vous voyez, c'est la notion, par exemple, de pathoplastie qu'on trouve chez Frankl dès les années 30. Et on voit la pathoplastie, c'est aussi l'influence du milieu sur les sujets. Ça va de la disposition des lieux, des possibilités de circulation, des rencontres, de réunions, d'activités, des conceptions architecturales, bref, des relations hiérarchiques dysfonctionnantes. Donc, vous voyez, c'est toute une kyrielle de déterminants qui peuvent être des déterminants matériels, symboliques, etc. Et en gros, qui vont pourrir ou pas l'ambiance. Vous voulez une notion profane, si j'ose dire, de la pathoplastie, c'est l'ambiance. Il y a une bonne, il y a une mauvaise ambiance, et c'est où on va parler chez quelqu'un comme Bruce Bégou d'écophénoménalité. Bref, on a Donc c'est ça, comment on fait pour que nos institutions produisent au contraire
des moyens pour résister à l'entropie avec un E et pour au contraire produire du capacitaire. Là, je vous montre rapidement, puisque nous sommes en plus liés avec Sorbonne Université, avec l'Université des patients notamment, et puis avec Catherine Tourette-Turgis, que je salue plus que chaleureusement. Et donc, vous voyez notre écosystème. J'en profite un peu pour vous représenter 2 secondes ce que fabrique. Donc, ça fait 7 ans aujourd'hui, et vous voyez donc enseignement-recherche, formation, diplomation, et puis toute une phase d'expérimentation et de déploiement. Et c'est les 2 exemples que je vais vous donner, ça renvoie notamment à cette phase d'expérimentation et de déploiement qui est pensée avec des designers, des architectes, notamment comme pour les designers les Sismo, mais il y a d'autres aussi designers. Et 5 grands thèmes. Vous voyez donc un cœur de métier qui est la philosophie clinique, les savoirs expérientiels, avec des diplômes, des études, des thèses, des séminaires dédiés à cela. Et ça va de la psychiatrie phénoménologique à comment dire, décoloniser l'inconscient, enfin que sais-je. Voilà, mais philosophie clinique, l'éthique médicale, les humanités médicales, donc tout ça c'est notre cœur de métier. Et puis tout ce qu'on renvoie à la générativité du vulnérable, c'est du design capacitaire chez nous. Donc le design capacitaire, c'est essentiellement du co-design. Ça veut dire du design avec les patients, les soignants, les familles, les citoyens, pour penser des prototypes, des protocoles qui sont élaborés à la demande des services hospitaliers devant un type de problème. Et je vais simplement vous donner un exemple sur un type de problème. Et puis nature et patrimoine. Donc toute la question de la nature et de son lien dans le rétablissement de la santé, dans la résilience de la santé, notamment la santé mentale, mais pas que. Tout ce qui concerne IA, garantie humaine, santé connectée, etc. Et puis tout un travail qui se joue plutôt avec les antennes à l'étranger sur la question de la clinique du développement et de voir comment on peut entremêler, articuler, voilà, je cherchais mon terme, articuler les humanités médicales et la question de l'aide au développement. Donc comment on repense là aussi les protocoles d'aide et les rapports nord-sud. Donc vous voyez différentes antennes, des antennes en France avec le PSMD et puis aujourd'hui l'hôpital de Clermont, demain à Bordeaux et après-demain peut-être à Vannes et à Charleroi, et puis 2 antennes à l'international, une antenne de chaire à l'hôpital à Panzi, donc chez Denis Mukwege, qui est donc destiné à la modélisation du protocole de résilience de Panzi concernant la violence des violences de guerre sur notamment le corps des femmes, et puis l'antenne de la chaire à l'hôpital du Mali qui est dans des situations complexes avec la diabétologie, l'endocrinologie, puisque ça c'est avec l'ONG Santé Diabète notamment, et une cohorte de 25 000 patients à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez pas mal de monde, des doctorants, des chargés d'études et de mission, un conseil scientifique, des thèses qui ont déjà été soutenues. Juste dans les doctorants, vous avez des philosophes, des architectes, des designers, des anthropologues, des médecins qui font une 2e thèse. N'hésitez pas, s'il y a des médecins dans la salle, vous avez envie de faire une 2e thèse en philosophie et en éthique ou en humanité médicale. Welcome chez nous ou ailleurs, parce que je sais, j'étais à l'UPEC il y a 2 jours, où l'UPEC se bagarre bien pour défendre les humanités médicales comme mention doctorale, et donc voilà, c'est un chemin que nous faisons à plusieurs. Je vous avais parlé du proof of care. Le proof of care, ça renvoie à la notion du proof of concept qu'on connaît mieux, qui vient de l'industrie de l'aéronautique. Ce sont tout simplement des expériences relativement frugales qui sont là pour faire valider une hypothèse, un concept, pour vérifier la faisabilité de quelque chose avec bien sûr des indicateurs, l'évaluation, etc. Et nous, en revanche,
on a centré nos proof of concept sur la générativité du vulnérable. Donc comment on utilise toujours le point de vue du plus vulnérable. Donc d'abord, quand on arrive dans un endroit ou dans un service, etc., on fait une cartographie de toutes les vulnérabilités. Donc c'est ça notre point de départ. Et ensuite, toutes nos théories de la conception se feront à partir de ce point de vue-là. C'est notre angle, hein, et c'est pour ça que c'est et c'est assez d'ailleurs classique, parce que la vulnérabilité est une situation d'hyper contrainte, et si on la démoralise, si on cesse de simplement lui donner un jugement, bah c'est comme un problème mathématique, et donc à ce moment-là, nécessairement, ça produit de l'innovation. Ça nous oblige à produire encore des concepts, des nouveaux usages, etc. Voilà, un exemple pour conclure, il me reste 5 minutes. Un exemple pour conclure, pour vous dire que donc quelle était une des demandes du GHU, c'était celle-ci, c'était de dire voilà, est-ce qu'il est possible que justement en co-design soient pensés des prototypes pour réfléchir à des protocoles alternatifs à la contention mécanique. Question classique pour, je dirais, un hôpital psychiatrique. Et donc, est-ce que il y a un dispositif contenant de moindre recours, est-ce qui peut, par ailleurs, pourrait être en mesure de réduire le recours à la contention mécanique, et puis aussi comment on peut l'évaluer. Est-ce qu'on peut produire un evidence-based de cela et pas simplement faire une expérience, mais produire les indicateurs. Donc, nous, on a travaillé sur... on a une formule qui est assez simple, c'est-à-dire on commence toujours par des états de l'art, très très ouverts avec notre territoire. Donc là, on a pour travailler sur la notion de contenance, et non pas de contention uniquement, mais de contenance. On a repris quantité de documentation des sciences humaines et sociales, et vous voyez un peu que ce soit les fonctions vectorielles contenantes de l'objet, etc., le moipeau, enfin les enveloppes psychiques, les fonctions. Enfin, on a énormément de choses qui sont déjà existantes. Les travaux notamment de Temple Grandin, que vous connaissez peut-être, ce qu'on a appelé la squeeze machine, donc tout ce qui renvoie à la clinique du bord. Vous voyez ce que c'est que la squeeze machine? La squeeze machine, c'est donc machine élaborée par l'autiste Asperger Temple Grandin, qui est un dispositif de contention volontaire pour calmer ses angoisses de morcellement. Et c'est une machine qu'elle a créée en voyant des vaches serrées pour être inséminées. Donc, c'est là où, je le dis souvent, le point de vue du vulnérable est intéressant, parce que je suis pas sûre que vous et moi, en ayant regardé la vache serrée, on se serait dit, mon Dieu, quel bonheur, j'ai très très envie d'être à sa place. Je ne sais pas, peut-être vous, peut-être pas, mais elle s'est dit, mais mon Dieu, quel bonheur, et je veux absolument cette chose. Mais bien sûr, adaptée à elle, et donc elle a construit ce qu'elle a appelé ensuite la machine à câlin. Je vous ai pas mis la photo de la machine à câlin, mais il faut avoir un certain regard. Moi, je dis, je vais mourir dans cette chose-là. Donc, parce que c'est un truc qui est totalement torsionnaire, mais qui produit précisément, on le sait, notamment chez les autistes, du bord, de la contenance. Donc elle est rassérénée par ça. De la même façon qu'on a des thérapies contenantes et de momification, c'est très très bien raconté, notamment chez Buten, où voilà, on enveloppe, on connaît le packing qui est très problématique, mais il y a d'autres techniques qui sont absolument déterminantes. Bref, on est allé chercher, notre premier travail, c'est quand même d'aller faire tout cet état de l'art, cette revue de littérature. Donc on part toujours là-dessus, et vous voyez, ça va jusqu'à l'enveloppement extérieur. Le paysage peut être, bien évidemment, peut avoir une dimension phorique. On parle aujourd'hui avec Gessler, par exemple, de paysage thérapeutique. Bon, donc on voit très bien qu'on est demain sur des nécessités de faire des protocoles combinés pour aller vers cette notion de contenance volontaire. Là-dessus, on a donc lancé un programme, vous voyez, avec le docteur Alexandre Christodoulou, et puis avec un pilotage GHU, parce que le but, c'est quand même de faire
entre guillemets, de nous rapprocher le plus possible, ce qui est très compliqué pour nous, des essais cliniques. Des essais cliniques adaptés à nous pour démontrer que ce qu'on va faire là, ça marche. Donc en gros, on a X, comment ça s'appelle, là, 5 services, mais aujourd'hui, on va aller jusqu'à 10 services, puisque on continue le protocole pour montrer sa fiabilité. On a donc un protocole de recherche. On a l'obligation de produire des indicateurs qui sont en lien avec des indicateurs déjà bien évidemment identifiés dans le monde de la médecine, en l'occurrence ceux-là. Donc voilà. Et puis ensuite, on rentre dans un travail de co-design et d'idéation qui va durer assez longtemps. Tout ça, vous savez, ça fait déjà 2 ans, et puis on va encore avoir quelques années, donc c'est assez long. Et je vous ai montré, puisque les designers, les doctorants partent dans les services en immersion classique, observation classique anthropologique, et ils vont demander ce qui serait intéressant comme autre manière de produire de la contenance. Et on se rend compte qu'on a plusieurs manières de produire de la contenance. On a de la contenance par de la décharge. Donc, ça va nous emmener vers le fait de produire un certain protocole. On a de la contenance par de la défocalisation. On a de la contenance par, précisément, de l'enveloppement, etc., etc. Et donc, vous voyez, selon les médecins, les usagers, beaucoup, donc, à la fin, on est arrivé à, je passe parce que c'est trop lent, mais comme ça vous donne un peu une idée, vous voyez, de tout ce qui peut se faire sur comment, je vais vous le montrer là. Là, par exemple, c'est un travail de défocalisation, donc un parcours sensoriel, verbalo-sensoriel, et qui a été à la fin, ce parcours en fait se termine par la création d'un totem, parce que c'est les soignants qui nous demandent à la fin un totem pour passer dans les différents services. Et en gros, quel va être l'enjeu? L'enjeu, ça va être de produire un objet qui est portatif. Donc on renvoie à, je vais vous le montrer ici, hop, voilà, vous le voyez tout en bas, c'est une sorte de petit livre comme ça, ouvert, et dans lequel, en fait, imaginez-vous, il y a une sorte de bibliothèque sensorielle, et le but, c'est de permettre aux patients, juste avant crise, juste post-crise, de se défocaliser en activant des stimuli autres sensoriels, le toucher, le goût, le son, etc. Et tout ça, il choisit dans un endroit avec le soignant, il emmène ça dans son petit truc portatif et il s'en va. C'était une volonté du GHU d'avoir ce qu'on pourrait nous appeler une clinique de l'objet, de l'objet transférentiel, qu'on connaît bien en psychanalyse et en psychiatrie, et qui à chaque fois peut changer, comme si vous reprogrammez un peu, et on teste ça. Et on choisit des choses qui sont, le toucher, vous voyez, des trucs, l'odorat, l'ouïe, etc. Et juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un POC, c'est la version minimaliste de tout ça. Donc en gros, c'est des bacs qui sont achetés chez, ça commence par un I, ça termine par un A, et qui coûtent rien, et dans lequel on a 15 milliards de trucs, et là, on va poker, et on va voir avec les patients sur X mois qui construisent leurs cartes sensorielles différentes, si ça marche pas, avec des indicateurs, donc quand même avec un protocole assez construit, mais avec un minimum, parce que c'est ça aussi le POC, c'est frugal, ça doit être le plus léger possible, sinon c'est pas fait. Donc il faut à la guerre comme à la guerre. Donc et voilà. Donc ça c'est un premier une première donnée, et puis avec des sons qui sont essentiellement des sons d'ambiance, pas simplement la musique, mais des sons de café, qui ont été identifiés par les patients comme des sons justement réconfortants, réassurants. Donc on travaille avec ça. Puis bon, et puis il y avait, parce que nous on a fait 7 prototypes. Et j'arrête, et je vous ferai pas l'autre exemple. 7 prototypes, et 2 ont été validés par, le GHU pour passer la phase de POC. Et donc l'autre était très classique, c'était un fauteuil enveloppant. Donc vous voyez, on a créé, un fauteuil qui est recouvrant et qui est totalement élastique, où on peut être à 2.
qui marche très bien, qui a un grand succès, et qui produit pareil, on fait quelque chose d'une contenance volontaire. Je vous donne juste les 7 dispositifs, je les passe parce que je vous les mets pas tous. Je vous en donne juste 2 qui sont intéressants. Vous en voyez un sur le côté avec des taches de peinture et qui est en fait un protocole de décharge, parce que beaucoup d'adolescents très souvent demandent plutôt une contenance par la décharge, c'est-à-dire le fait de, s'ils pouvaient tout casser d'abord et ensuite se contenir, ils préféreraient. Bon, c'est pas tout à fait possible. Donc là, on a un protocole où en fait, on a, comment dire, de la peinture sur son corps et on se projette contre le mur, et le mur soit garde la forme, soit inscrit le corps, et on travaille avec cet acte-là. Et on a un autre protocole avec une imprimante 3D où, pareil, on va faire rejouer la crise en amont ou juste derrière, donc au plus près de l'aigu. Et cette crise, on utilise l'imprimante 3D, on imprime, entre guillemets, une tête de la crise et on fait jouer la réflexivité du patient par rapport à cet objet qui représente sa crise. Donc tout ça pour vous dire que voilà ce que c'est aussi le design capacitaire. C'est pas nécessairement le design hospitalier au sens de tiens, on met une table plus verte, plus rouge, ce qui est déjà très bien parce que ça change l'ergonomie des espaces, mais c'est quelque chose qui va sur comment on transforme les vulnérabilités et comment on produit de la conception commune avec toutes les neurodiversités, si j'ose dire, qui nous entourent. Voilà, 48 minutes, je m'arrête et je vous donne juste rendez-vous, vous voyez, avec... parce que ça, c'était la fin de mon propos. C'est juste pour vous donner un sentiment de comment dire, un teaser, et pour vous inviter à nous suivre sur la chaire de philosophie à l'hôpital. Là, par exemple, c'est une des études sur les représentations iconographiques de la vulnérabilité et ce qu'on pourrait appeler la beauté du vulnérable. Donc, c'est un travail qui est fait notamment par un curateur de l'école du Louvre. Et puis, on a des choses importantes faites par Nancy Maintelin qui a tout fait, une étude qui a été sur tout l'art, soins et résilience et les problématiques d'art-thérapie et notamment comment elles sont insérées dans de la clinique de l'hypertrauma à Panzi. Et donc, on a tout un travail là-dessus. Et juste avant, ici, qui est très intéressant sur la question justement des hotspots de la vulnérabilité, je vous renvoie aux travaux, là aussi, vous les avez en online, Sophie Glaise, anthropologue, qui travaille justement sur la manière dont on cartographie aujourd'hui. Et quand on cartographie, notamment nord-sud, les vulnérabilités, en fait, on les essentialise. Et donc, comment, au contraire, on doit aller vers des cartographies dynamiques de la vulnérabilité qui insèrent tout le dysfonctionnel avec les autres pays et pas simplement à tel ou tel endroit. Donc, vous voyez, c'est quand même d'autres façons d'envisager cette notion dans sa polysémie. Je vous remercie.